Alors, bon matin à chacun et à chacune. 500 000 à rendez-vous, 500 000 prises en charge, c'est pas du tout la même chose. Bref, en santé, là, rien n'est réglé. Vous avez vu le docteur Ammiot, des médecins omnipraticiens, qui lui a dit l'entente là, que la ministre aille la relire, c'est notre lecture à nous, qu'elle aille la relire, parce que c'est 500 000 rendez-vous pour 500 000 Québécois, le cas échéant d'ici juin 2026. Alors, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois aussi, les médecins spécialistes, ce n'est pas réglé. Les ressources additionnelles, pas juste financières, mais les ressources là, pour faire en sorte que l'interdisciplinarité, ça va y dire quelque chose, bien, à ce moment-là aussi, aujourd'hui, à la fin d'un régime caquiste en faillite, c'est toujours pas réglé. On va continuer pour les semaines qu'il reste ce mauvais gouvernement de François Legault. Vous le voyez, là, un mauvais gouvernement qui se déchire sur la place publique. Ils vont faire le tour des enjeux. Là, parti comme c'est là. Alors, on a hâte de voir en santé, ça va être quoi la vision des prochains candidats. Mais c'est un parti qui est en fin de piste. C'est un premier ministre qui a annoncé qu'il quittait déjà, mais qui est toujours en fonction, puis qui veut pas se mêler de la course, mais c'est la course qui dicte l'agenda d'un mauvais gouvernement. Et en santé, encore une fois, aujourd'hui, là, rien n'est réglé. Ils ont abandonné les patients du Québec. Je vais maintenant céder la parole à André Fortin. Oui, merci. Sur la question de la négociation avec les médecins, le gouvernement, entre autres par la voix de Christian Dubé à l'époque, ne cessait de nous répéter la négociation avec les médecins, c'est ça qui va venir régler les problèmes du réseau de la santé. Hein? À chaque fois qu'il y avait un problème de soulever, les négociations avec les médecins, ça va débloquer la chose. C'est ça qui va nous amener à donner les meilleurs services aux Québécois. Mais là, on le voit. On a une négociation qui s'est conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens qui, pour toute chose, ne changera pas beaucoup dans la vie des patients. Et on a une négociation avec les médecins spécialistes que le gouvernement est incapable de régler. Hier, on a commencé l'étude du projet de loi 19, le 4e projet de loi sur la rémunération des médecins. Et ce qu'on comprend, c'est que la ministre de la Santé, elle joue avec la vérité quand elle dit aux Québécois qu'ils vont être pris en charge. Là, on nous parle de 500 000 rendez-vous d'un côté, mais 500 000 rendez-vous, là, ça ne peut pas suffire à la demande des 500 000 patients additionnels qui seraient inscrits, qui seraient pris en charge selon la ministre. Il y a 180 000 patients vulnérables là-dedans. Les patients vulnérables, là, c'est des patients qui nécessitent 3, 4 rendez-vous par année. Alors, juste pour eux, les 500 000 rendez-vous sont déjà insuffisants. Ça, c'est sans compter les 300 000 autres Québécois qui s'attendent à être pris en charge. Mais au-delà de ça, hier, lors de l'étude, on a voulu s'attarder à la question qu'est-ce que ça veut dire pour le patient qui va être pris en charge selon la ministre? Parce qu'aujourd'hui, un patient orphelin, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au GAP, il essaie d'avoir un rendez-vous. Peut-être qu'il va en avoir un, peut-être qu'il n'aura pas. Peut-être que ça va être à la même clinique que la dernière fois, peut-être pas. Le nouveau patient pris en charge selon la ministre, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler au GAP, il va essayer d'avoir un rendez-vous. Peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que ça va être à la clinique attitrée, peut-être que ça va être ailleurs, peut-être qu'il va être à l'urgence. Pour le patient là, qui reçoit une lettre du gouvernement, il n'y a absolument rien qui change dans son quotidien. Bravo. Puis pour les tests, ça coûte 2 fois plus cher par rendez-vous. Bien, effectivement, ça, c'est le choix que le gouvernement a fait. Le projet de loi 2, là, ou la loi 2 du ministre de la Santé, c'était essentiellement le bâton. Hein, on venait pénaliser les médecins. Là, on prend l'approche complètement inverse où ça va coûter plus cher. On va donner plus d'argent aux médecins. Moi, je n'ai pas vu la démonstration qu'au Québec, on avait besoin de donner davantage d'argent aux médecins. C'est le modèle que le gouvernement de la CAQ choisit aujourd'hui. Mais la réalité, là, c'est que pour le patient, il n'y a absolument rien qui change. Sa trajectoire, elle reste la même. Est-ce qu'il va avoir un rendez-vous? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce que ça va être à sa clinique? Est-ce que ça va être ailleurs? Est-ce qu'il va être obligé d'aller à l'urgence? Le patient n'est pas plus avancé avec cette ligne-là. Pour reprendre les mots de la ministre, est trop mou face aux médecins? Pour reprendre les mots de la ministre? Oui, parce qu'elle a dit la semaine passée, on nous a accusés d'être trop durs. Maintenant, on nous accuse d'être trop mou. Bien, c'est surtout la ministre qui est incohérente dans ce dossier-là. La ministre continue de nous dire là, que la loi 2, c'était la bonne approche, que la loi 2, c'était juste un problème de communication. Puis là, aujourd'hui, elle nous dit bien, la loi 19, c'est la bonne approche. Elle ne peut pas nous dire elle-même que d'être trop dur, c'est une bonne chose, puis que d'être trop molle, c'est une bonne chose. Il faut qu'elle choisisse la voie qu'elle pense qui est la plus porteuse pour les patients. Nous, ce qu'on voyait avec la loi 2, très clairement, ce n'était pas la façon d'aller de l'avant parce que les médecins choisissaient de se désaffilier, choisissaient de quitter la province. La loi 19, elle ne semble pas apporter de réelles avancées
outre 500 000 rendez-vous additionnels distribués parmi les 9 millions de Québécois. Votez contre. Non, on va aider le gouvernement à reculer dans son approche. Parce que la loi 19, elle vient essentiellement défaire la loi 2. Et la loi 2, elle avait des effets néfastes. La loi 19, elle vient rajouter 500 000 rendez-vous. D'accord, c'est bien, mais ce n'est pas une prise en charge, comme le prétend la ministre. Que pensez du rapport Fournier? Écoute, Alors que ouais, l'avocat dit que c'est un chien édenté. l'expression est la sienne. L'expression... C'est son rapport. Oui, je suis en début de ma réponse. Là. Alors, l'expression est la sienne. Je le trouve inutilement sévère envers lui-même. Je pense qu'à titre d'ex-juge en chef de la Cour supérieure, ex-juge de la Cour d'appel, qui a eu l'occasion de rencontrer 14 témoins qui ont témoigné assermentés, il a eu l'occasion de leur poser toutes les questions, de faire une analyse. On le savait d'entrée de jeu qu'il n'avait pas le pouvoir de contrainte. Alors, son rapport, je pense, a le droit de citer. C'est un rapport qui parle de lui-même et qui apporte un éclairage qui est pertinent, suite à un travail sérieux. C'est ça, mon analyse du rapport. Derrière, avec ça? Chose certaine, il y a toujours, au moment où on se parle, d'autres instances qui font des vérifications des enquêtes. On va les laisser sortir le cas échéant avec leurs conclusions à elles, ces instances-là. Mais je pense que c'est un rapport qui a été fait par une personne sérieuse, une personne qui a fait un travail rigoureux, puis qui a le droit de citer, puis ça apporte un éclairage pertinent. Est-ce que ça réhabilite Pablo Rodriguez? Bien, personne n'a jamais lié Pablo Rodriguez aux allégations puis aux textos de novembre. Il n'est pas là. Alors, il a été obligé de démissionner à cause de toute cette histoire-là. Ouais. Alors, à la lumière du rapport Fournier, est-ce qu'à votre avis, ça a été injuste et est-ce que ça le réhabilite? Écoutez, encore une fois, Pablo Rodriguez là, a toujours plaidé qu'il n'était pas lié d'aucune façon à ce qui était allégué et que des membres de son équipe non plus. Le rapport vient confirmer cela. Encore une fois, c'est un travail sérieux par un juge, un ex-juge sérieux, puis qui a le droit de citer. Alors, c'est un élément qui n'est pas anodin, qui est sérieux. Puis nous, on le prend de cette façon-là. Mais qu'est-ce que vous avez appris dans le rapport? Bien, Vous avez dit, on savait déjà que Pablo n'était pas impliqué. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement, qu'on apprend? bien, écoutez, le juge remet très sérieusement en doute la validité des textos publiés en novembre. C'est son analyse. De dire s'ils sont vrais ou faux. Ben, il les remet. L'entrevue qu'il a donnée au bilan hier, là, il se qualifie de chien édenté. Là. Ouais, c'est ça qu'on a dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il confirme qu'il n'a pas pu avoir accès à toute la preuve, Mais tous les ça, témoins. Il n'y a pas de pouvoir de contrainte, puis ça, il le savait. Pas juste sur la contrainte, la preuve matérielle, il n'a aucune idée. Il n'est pas capable de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Bien, il a rencontré, ceci dit, 14 témoins assermentés. Vous savez ce que ça veut dire d'être assermenté? Ça veut dire que si vous ne dites pas la vérité, vous pouvez être accusé de parjure. Alors ça, c'est important. Pardon, excusez-moi. Il permet d'affirmer, il remet en question la validité des textos. Moi, j'ai pas vu ça dans son rapport. À quel endroit vous voyez ça? Ben oui, ben je veux dire, dans l'analyse des textos, il met de l'avant qu'il aurait pu avoir une partie qui aurait été ajoutée à la fin du début des textos de mai. Ça porte pas sur la validité. Mais il les remet en doute. Oui, c'est ça, Je parle d'un montage, mais d'un montage, il les remet en doute. Si vous faites un montage... rendu là, monsieur Tanguay, chaque texte journalistique, on choisit votre citation. OK. Après ça, on écrit un texte, on en choisit une autre. C'est pas votre texte que vous dites ce matin de A à Z. Ben, Là. Moi, je suis zen un matin, je ne vais pas me fâcher avec vous. Là. Puis, je veux juste terminer là-dessus. Il les remet en doute. Alors, est-ce qu'il dit « j'ai la preuve par A plus B que ce sont des faux », il les remet en doute. C'est ce que je dis. Ça veut dire validité du texto. C'est Ben, comme ça que vous le comprenez. Non, montage qui ferait en sorte que la chaîne de textos ne serait pas celle qui aurait été présentée. Encore une fois, il les remet en doute et il a le droit de citer. Pablo l'avait déjà fait aussi. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? Bien, confirmation du fait que
aucun membre de l'équipe, suite au témoignage assermenté qu'il a reçu, n'était au courant de quoi que ce soit de ces allégations-là, y incluant Pablo. Encore une fois, 14 témoignages de personnes à qui il a posé toutes les questions qui sont assermentées, sans un poids certain. Qu'est-ce que ça dit? Parce que vous avez dit tout à l'heure, je vous cite correctement, que Pablo n'était pas lié d'aucune façon, Et là, vous venez de dire qu'aucun membre était au courant, incluant Pablo, de ce qui s'était, de ces textos-là, etc. Donc, qu'est-ce que ça dit sur Charles Milliard maintenant, qui lui remplace Pablo Rodriguez, dont vous dites qu'il est absous par le rapport? Alors, est-ce qu'il a la pleine autorité, monsieur Milliard? Oui, il va être confirmé comme chef là, demain. Ben oui, c'est sûr. La dernière portion de votre question, ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ben oui. Est-ce que Pablo a été sacrifié pour rien? Je ne vais pas, encore une fois, là, je ne vais pas, moi, rajouter une couche par mon analyse personnelle. Je vais être très factuel. Puis, vous avez des questions sur le rapport qui est factuel, on va y répondre, mais je ne ferai pas l'analyste de la joute politique des derniers mois parce qu'il y a eu toute une joute politique. Mais j'en rajouterai pas une couche. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Charles Milliard est le meilleur chef que le Parti libéral peut avoir. Écoutez, il y aura confirmation de l'avenue d'un nouveau leader qui aura toute la confiance de l'équipe et des militants. Puis on a bien hâte. Restez à l'écoute. Vous allez voir ça dimanche. Tout un rassemblement. J'ai pas à commenter ça. Ça, c'est votre angle de question. J'ai pas à commenter ça. Chose certaine, Pablo Rodriguez était légitime et le prochain chef sera également pleinement légitime. Êtes-vous étonné d'apprendre dans le rapport que finalement, les membres de Laval avaient voté pour Charles Milliard? Donc, finalement, c'est ce qu'on apprend dans le rapport, c'est ce qui est bien établi, Ouais. là, c'est que le juge tente de comprendre pourquoi il y aurait eu quelque chose à Laval alors que c'est pas Pablo qui a gagné. Quelle analyse vous en faites de cette Bien, je comprends pas votre question dans le sens où je n'ai pas été étonné. Je veux dire, c'est les résultats, puis c'est un processus démocratique. Je ne veux pas commencer. Je n'ai pas été étonné par ça. Je veux dire, c'est un processus démocratique. On connaissait les résultats, là. Vous saviez déjà que Laval avait été remporté à l'époque. On connaissait les résultats. On connaissait les résultats, mais indépendamment de ça, on prend le rapport pour ce qu'il est également, là, pour tout ce que j'ai dit un peu plus tôt. Qu'est-ce que les autres membres du caucus ont dit peut-être, M. Fortin, à la lumière de ce rapport-là? Il avait raison, finalement, M. Rodriguez? Ben non, je vous dirais que ma lecture est similaire à celle de M. Tanguay, à l'effet qu'il y a des conclusions qui sont établies dans le rapport, que le juge a fait une analyse complète à travers les témoignages qu'il a recueillis et qui est arrivé à des conclusions qui sont les siennes, mais qui effectivement, si on se fie sur celle-là, nous indique que M. Rodriguez n'était pas au courant d'agissements irréguliers. Est-ce qu'il s'est retiré trop vite, M. Rodriguez, à la lumière de ce qu'on a dans le rapport? Vous semblez donner beaucoup d'importance à ce rapport. Alors, est-ce qu'à votre avis, il s'est retiré trop rapidement? Bien, je vous rappelle les propos de M. Rodriguez. À ce moment-là, M. Rodriguez lui-même disait qu'il était devenu une distraction pour le Parti libéral, qu'il choisissait à ce moment-là de se retirer pour le bien du Parti libéral. Alors, c'est une décision qui lui appartenait. Est-ce que lundi prochain, ça va être encore une distraction? Moi, je pense que dimanche, là, vous allez voir une énergie différente au Parti libéral. Vous allez voir des militants qui sont contents d'accueillir un nouveau chef. Vous allez voir un événement extrêmement positif qui marque un nouveau départ pour le Parti libéral, avec un nouveau chef, avec des nouvelles idées. Et moi, Pardon? Vous êtes convaincu que M. Roy ne pourra pas demain présenter une bonne On pourra s'en reparler. Qu'est-ce que vous allez encore avoir, à moins que M. Roy vienne brouiller les cartes, un chef, qui sait? on sait jamais, un chef extra-parlementaire. Vous en tremblez de J'en tremble. l'impression. Mais il serait un bon chef, M. Roy, pensez-vous? Il serait un bon chef aussi? Hey, vous m'avez déconcentré. Ma question est sérieuse. En plus, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que vous allez avoir encore un chef extra-parlementaire. Oui. Pourquoi vous retrouver avec les mêmes débats ou les mêmes c'est sûr. échanges? Parce que c'est ça qui a précipité la chute là, entre Mme Hintz et Mme C'est sûr qu'il y a des règles. C'est sûr que, puis encore une fois, je l'ai déjà dit ici, la commissaire à l'éthique, il faut la voir comme une bonne médecin.
qu'on peut aller consulter. Puis on le fait, on ne manque pas, je pense. Puis tous les partis politiques le font. Alors, ça pour dire oui, c'est un défi face auquel nous en sommes conscients. Il y a des règles, les ressources de l'Assemblée nationale versus les ressources du parti. Il faut s'assurer que tout le monde comprend tout bien ça, puis que ce soit bien appliqué. Puis en ce sens-là, votre question tout à fait légitime. Oui, seront mis en place les processus pour s'assurer que toutes les règles sont respectées. Vous restez Doté chef d'un parlementaire. processus à l'interne? Pardon? Doté d'un processus à l'interne? Bien, il y en avait déjà des processus, mais chose certaine, à la lumière de ce que l'on sait, maintenant, de s'assurer que tout le monde soit à la même page, parce qu'effectivement, les ressources de l'Assemblée nationale ne peuvent pas servir à un chef extra-parlementaire. Et tout ça, on est confiant qu'on va les respecter, les règles, puis on aura l'occasion d'avoir un chef qui sera sur le terrain, puis qui va relancer le Parti libéral du Québec. Souhaitez-vous rester chef parlementaire? Ça lui appartient. Et si M. Milliard décide de vous offrir un autre chef de cabinet que le vôtre, allez-vous accepter? Je vais dire oui, chef. Moi, je suis fait de même. Moi, je suis loyal à mes chefs. Je vais dire oui, chef. Puis la dernière fois, quand je l'étais plus, là, vous m'avez pas vu brailler, là. Vous m'avez vu au point de presse et toujours en tout temps demeurer tout à fait uni. Est-ce que Mme Risky n'a pas été loyale à son chef, alors? C'est pas ça que j'ai dit, là. C'est pas ça. Puis ça, je vais pas commenter là-dessus. Je vais pas commenter là-dessus. Parler d'un autre sujet, ça vous tente-tu? Ben non, moi, Vous aimez ça? On peut continuer. Pas que j'aime ça. Vous voulez pas me parler de la séparation, par Non. Est-ce que vous, avec ce qui s'est C'est passé M. Milliard hier, est séparatiste, là, selon M. Roy. Ah oui, hein? Je suis pas... Non, pas d'accord avec ça. Pardon. Hey, ça t'arrive tous. Oui, ça m'arrive Bon, vas-y. tous les jours. C'est de ma faute. On va dire que c'est de ma faute. Tous les jours. Avec ce qui s'est passé hier aux États-Unis, la fissure au Congrès, est-ce que c'est de bon augure ou de mauvais augure pour les négociations? Si vous faites les défenseurs des PME, des entreprises qui exportent énormément aux États-Unis, ça vous dit quoi? Bien, encore une fois, il y a beaucoup, puis on le dit depuis l'élection de Donald Trump, il y a beaucoup d'alliés à aller chercher aux États-Unis, au Congrès, les représentants, les sénateurs, les femmes et les hommes qui sont chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'alliés aux États-Unis, puis ça, nous, il faut tabler là-dessus. C'est pour ça qu'on appelait, entre autres, le premier ministre Legault à être proactif dans la diplomatie québécoise. Puis pour nous, il est important, encore une fois, de faire valoir les intérêts du Québec au sein de la Fédération canadienne, à l'eau la séparation, et de bénéficier du marché économique canadien. Puis effectivement, il faut développer nos relations bilatérales avec La fissure, ça tout. vous dit quoi qui s'est passé hier? Les deux républicains qui lâchent, les dit, on va quitter les négociations. pour la- Ce qu'elle nous dit, c'est que, je vous dirais, l'emprise de Donald Trump sur l'ensemble de la démocratie américaine commence à diminuer. Vous savez, des gens se privaient de parler peut-être sur la place publique et de dire des choses. Maintenant, je pense que les langues commencent à se délier. Les gens commencent à dire ce qu'ils pensent. Puis, à oser confronter M. Trump de l'interne. Je suis certain que ça ne doit pas être évident, mais je pense que les gens commencent à voir la nécessité de le faire parce que non seulement c'est notre économie qui est pénalisée, mais beaucoup d'entreprises américaines en paient les frais. Juste un petit commentaire Oui. de séparation, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Je sais. Ready for English? Fab. Ready for sure. Love it. For sure. For sure. Okay. Mr. Tanguay, you're a lawyer, Yeah. right? Okay. A liar or a No, lawyer? no. Lawyer! Bye bye. It's nice meeting you. I'm pronouncing it well. Okay. I went through the interviews Mr. Fournier gave in English and in French in the last 12 hours. I went through the report. So he goes on nicely with this whole explanation, long explanation about the exchange of text messages on this specific day, saying, well, that part should not be part of this, and it's probably a montage. And then when he said, can I answer if there were members, did members receive money to vote for Pablo Rodriguez in the leadership race? He cannot answer yes or no. Is it disappointed that he could not go to the bottom of this? Yeah. The value of his report, first of all, it's a serious person and it's a serious report with a lot of Limited power. limited powers. You're right, absolutely. And from day one, we know that he had limited powers. That being said, he had the occasion to meet and to question 14 persons who were at the very heart of these allegations under oath.
which means something under oath. And he conclude that there's no evidence at all supporting these allegations, no evidence at all. So, of course, Could not it's... prove the contrary. And you know, in life, it's often the case that you cannot prove the contrary. So, but again, it's an important report, serious work, no evidence supporting the allegations, forthing testimony under oath. It has a certain and an obvious value for us. Why? Because you're not out of the woods at all. There's still other instances. There's still other authorities who are conducting inquiries as we speak, of course, and we'll see what will be the end result of this. We cannot prejudge, but again, there's other instances where the work is done. This is what the party asked for, to have an independent person, serious one, and to conclude with this, to end up with a report saying that I haven't seen no evidence at all supporting these allegations. I think that it's relevant. If Mr. Rodriguez, given all this and the fact that he knew nothing, did he make the right decision stepping down in the end? Again, for Mr. Rodriguez, in politics, there's what we call the perception, and I think that on a personal base, and after all we came through with Mr. Rodriguez, I think that at that point in time, the decision, and I respect that decision. You saw he come out with his family, his wife and his daughter, and it was very, very rough times. And you have to say, okay, am I more distraction? Am I helping the party? Am I helping Quebec? And it was a difficult period of time, and I respect his decision. But does the report prove that he did nothing wrong? The report proved that there's no evidence at all supporting these allegations, and I think that it's worth mentioning. Mr. Tanguay, Mr. Fournier could not answer the question. Did members of the Quebec Liberal Party receive money to vote for a specific candidate in the leadership race? So you're still at the same point here. Does that clear the water for Charles Milliard, who will become the next leader this weekend of your party? Our next leader will have all the legitimacy in the world, and we will all be behind our new leader, and it's going to be a strong and renewed leadership, and it has nothing to compare with or to do with the allegations and what we lived for the past few months. So the next leader will be elected after a democratic process within the party. And we are looking forward to see him being with us on Sunday. But you still got the UPAC investigation Yes. going on. How worried are you that there's another shoe could drop? Not worried, because as far as I know, we have nothing to be afraid of, nothing to complain about. We will cooperate with, for instance, the UPAC. We will wait for the end results of these inquiries. We're confident that we did nothing wrong. There was another report yesterday saying that acts of sexual violence are not being treated with the seriousness they deserve in Quebec's school system. Are you shocked to hear this, or? Sure, and it goes to the fact that we need to put in place the resources, the people, and make sure that if there's any complaint, if there's any signal, we must act very quickly. And again, this is this is our common obligation. And again, we have to do better. We have to be better. Merci beaucoup.